Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux pendant tout l'épisode. En compagnie de Marc-André, bon, bien sûr, on va commencer en parlant de la NFL. La première semaine d'activité est déjà derrière nous, alors on va regarder vers l'avant. On va regarder les rencontres qui seront présentées dès jeudi soir lors de la deuxième semaine d'activité. Marc-André va également y aller de ses recommandations en termes de fantasy football. On va également parler des Alouettes de Montréal, les Alouettes qui ont encaissé leur deuxième défaite de la saison, seront en action samedi soir à Calgary contre les Stampeders et je vais répondre aussi aux questions que vous m'avez envoyées dans le cadre de la Minute des fans. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche maintenant que la saison régulière de la NFL est commencée. Sans plus tarder, on va accueillir Marc-André. Marc-André va commencer fort. Par les années passées, on gardait la réaction excessive pour la fin du podcast, mais Oh! là, on va y aller dès le début, à la suite de la semaine 1, étant donné qu'on va regarder plus vers l'avant, comme je le disais, en vue des rencontres de la semaine 2. Mais ma réaction excessive à la suite des matchs lors de la toute première semaine d'activité de la saison 2024 de la NFL, ben, ça concerne les Panthers de la Caroline et leur carrière. Bryce Young, c'est simple. Selon moi, j'en ai assez vu déjà de Bryce Young. J'ai lancé la serviette Oh! Marc-André. Pour moi, Bryce Young est un flop. Où est le talent du côté de Bryce Young? Je sais, les Panthers avaient l'air d'une équipe complètement désorganisée d'un A à Z. Mais si on regarde juste le carrière qui avait été le tout premier choix du repêchage en 2023, Bryce Young, je vois aucune amélioration de sa part, mais c'est surtout le manque de talent. On sait qu'il a un petit gabarit, son bras n'est pas très puissant, pas en mesure nécessairement d'éviter la pression et il semble vraiment avoir perdu confiance, complètement perdu confiance en ses moyens. Alors pour moi, je lance la serviette, c'est un flop. Les Panthers à Caroline, je les avais choisis pour causer une surprise afin de vaincre les Saints à Nouvelle-Orléans. Je ne serais pas surpris s'ils terminent avec une fiche d'aucune victoire et 17 défaites et qu'ils se retrouvent encore une fois avec le tout premier choix du repêchage en 2025. Je me demande toujours combien d'équipes auraient choisi Bryce Young comme numéro un au total l'année dernière. Ça aurait été. On aurait peut-être que. Oui, OK, c'est les Panthers qui sont dans cette situation-là, mais combien d'équipes auraient été dans la même situation que les Bears auraient fait ce choix-là s'ils n'avaient pas échangé leur choix? Donc, bref, ça, c'est intéressant. Ouais, Bryce Young, moi non plus, il m'a vraiment pas impressionné dimanche dernier. Moi, ma réaction Ouais, excessive, toi, de Didier, ton c'est que les côté, Falcons. ouais, c'est ça. C'est que les Falcons d'Atlanta, sont pires avec Kirk Cousins au poste de quart qu'avec Desmond Ridder, Tyler Heineke, name it, les quarts qui étaient là l'année dernière. Wow, 180 ok, ça c'est millions. excessif pour de vrai. On a donné 180 millions à ce gars-là pour, c'est quoi ses statistiques? 155 verges, 2 interceptions, Hmm, un échappé, hmm. une moyenne de 5,5 verges par passe tentée. OK, il n'a pas joué depuis 1 an, Kirk Cousins, mais ça paraissait sur le terrain, je te le confirme, dimanche dernier. Et là, vous pensez, OK, ça va s'améliorer pour les Kirk Cousins, il était juste rouillé. La semaine prochaine, on affronte les Steelers cette semaine. Ben, dimanche prochain, on affronte les Steelers. Grosse défense. Ensuite, on a les Eagles et Vic Fangio. On a affronté les Steelers avec une grosse défense. On a Ouais. les Eagles et Vic Fangio lors de la semaine numéro 2 et les Chiefs lors de la semaine numéro 3 et Steve Spagnuolo. Ça ne s'améliorera pas pour Kirk Cousins. Je commence à penser que Didier, que tu avais raison, qu'on va voir Michael Penix avant l'Halloween. Viens de mon côté, viens du côté obscur de la Mm, force. Shout out mm. à James Earl Jones qui a perdu la vie à l'âge de 93 ans. Ouais, viens du côté obscur de la force, Marc-André. Ouais, tu commences à voir la lumière finalement. Hein? Ben ouais, ben écoute, Kirk Cousins, le pire, c'est il avait de la difficulté à se déplacer, on dirait. Il semble être toujours ennuyé par cette rupture à un tendon d'Achille. Bref, je trouve que c'est vraiment excessif de dire que Desmond Ridder était mieux que lui au poste de corps, mais on s'entend, hein? Beaucoup d'inquiétudes du côté des partisans des Falcons d'Atlanta à la suite de la première rencontre. C'est ça le jeu, hein, Didier? Excessif. Donc, Oui, voilà. oui, exact. C'est ça, la mienne n'était pas si excessive que ça, là, quand on y pense. En tout cas, je Non, crois. non. Je pense je suis pas le seul à lancer la serviette dans le cas de Bryce Young. Mais écoute, on va commencer notre tour d'horizon de la deuxième semaine d'activité, des rencontres qui s'en viennent. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs matchs qui vont mettre aux prises des équipes avec des fiches d'eau de une victoire, oui, et aucune défaite.
Et on commence avec deux équipes au sommet, ben oui, week 2, semaine numéro 2, au sommet de l'Est de l'Américaine entre les Bills et les Dolphins à Miami. Gros match en perspective pour les deux équipes, ça se passe jeudi soir. Oui, et ce que j'ai aimé, bon, de la part des Bills de Buffalo, on en avait parlé, toi et moi, au cours de l'été. On avait hâte de voir cette nouvelle attaque des Bills. Et effectivement, on a vu Buffalo tenter 23 passes, courir 33 fois avec le ballon contre les Cardinals de l'Arizona. Alors, c'est ce dont je parlais là, durant l'été. Vraiment, du côté de Buffalo, avec les acquisitions et les départs qu'il y a eu durant la saison morte, je crois vraiment qu'on allait tenter d'être plus équilibré, miser un peu plus sur le jeu au sol, et ça a vraiment été le cas. Encore une fois, Josh Allen a été responsable de 4 touchés contre les Cardinals de l'Arizona. Il a connu un fort match après avoir eu un lent départ. Il y a Gregory Rousseau du côté de la défense, 3 sacs Mhm. Marc-André, et il a provoqué un échappé. Maintenant, on va affronter les Dolphins de Miami, nos rivaux de section. Alors, j'ai bien hâte de voir quel genre de performance, justement, Josh Allen va offrir face aux Dolphins de Miami. Mais dans l'ensemble, après un lent départ, j'ai aimé ce que j'ai vu par la suite du côté de l'attaque des Bills de Buffalo. La défense, par contre, m'a laissé un peu sur mon appétit, mais c'est normal. Il y a plusieurs nouveaux visages également à Buffalo. On a perdu un gros élément, par exemple, côté des Bills, Taron Johnson, le demi de coin, en fait, dans la tertiaire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ça, les répercussions. Quand on affronte un gars comme Tyreek Hill, qui peut vraiment étirer les défenses, qui est rapide comme l'éclair, j'ai bien hâte de voir si on aura des solutions du côté des Bills. Ça sera un affrontement vraiment à surveiller. Et du côté de Miami, j'ai trouvé vraiment le travail de la ligne à l'attaque vraiment très ordinaire. On avait une bonne attaque au sol l'année dernière, la 6e meilleure dans la NFL. On a vraiment eu quand même des difficultés. Oui, Ryan Mostert n'a pas été très payant. Devant les chains, n'a pas été très payant. Au sol, il était payant par la passe. Donc, je m'attends peut-être à une meilleure performance à la ligne à l'attaque des Dolphins de Miami. Ouais, mais la question est de savoir qui sera demi à l'attaque des Dolphins. Parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on enregistre le podcast mardi soir. Et présentement, Ryan Mostert, Devon A-Chain ne sont pas entraînés mardi. Alors, leur présence était certaine pour la rencontre. Le match va avoir lieu jeudi, là, donc ça arrive très rapidement. Alors, s'ils ne sont pas en mesure de jouer, ben moi, j'ai hâte de voir là, qui sera dans le champ arrière des Dolphins de Miami. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. L'état de santé des porteurs de ballon, Mostert et A-Chain, du côté des Dolphins, en vue de l'affrontement de jeudi soir contre les Bills. Mostert faisait ça l'année passée. Il y avait souvent des journées de congé. J'ai bien hâte de voir si c'est justement parce que c'est une semaine courte d'entraînement. On a décidé de Mhm. ménager un peu le vétéran Ryan Mostert. Bref, ce sera intéressant. Tout un match en perspective, tout un affrontement entre, on va le dire, deux équipes qui risquent de batailler pour le premier rang de cette division-là. Les 49ers de San Francisco se rendront au Minnesota pour affronter les Vikings et Sam Darnold, Didier, qui a connu vraiment un excellent match à son premier match avec les Vikings dimanche dernier. Il a même complété ses 12 premières passes dans la rencontre. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai pris en note, c'est la question suivante. Est-ce que Sam Darnold est vraiment amélioré ou c'est juste dû au fait qu'il affrontait les Giants de New York? C'est les Je savais Giants que tu allais dire ça. avec les Panthers. Ah mon Dieu, écoute, c'était catastrophique leur performance. Mais écoute, du côté des 49ers de San Francisco, il semble que Christian McCaffrey va rater un deuxième match de suite. Est-ce que ça va faire une différence, Marc-André, après la prestation Oh. que Jordan Mason a eu lundi soir contre les Jets de New York, plus de 100 verges au sol. Alors, il semble que de ne pas être en mesure de contrer sur CMC, c'est pas si grave que ça du côté des 49ers de San Francisco. Quelle performance de Mason contre les Jets. Puis en plus de ça, je me souviens en première demi, il y a une séquence où on lui a remis le ballon plusieurs fois, j'ai oublié le nombre de fois de suite. Malgré tout, il continuait de bien jouer. Il ne semblait pas affecté. Il semblait posséder un très bon cardiovasculaire. Alors, j'ai hâte de voir ça. La machine des Niners, elle semblait bien rodée face aux Jets de New York. Contre les Vikings, on sait que la foule est bruyante au Minnesota. Alors ça pourrait être un facteur. Mais oui, la performance de Sam Darnold sera à surveiller parce que c'était contre les Giants de New York, mais je ne crois pas qu'il faut s'emporter là, à la suite de cette performance-là de Darnold. S'il peut connaître le même genre de match contre les 49ers de San Francisco, ben là, je vais me dire, OK, peut-être que Sam Darnold est amélioré, mais écoute, ça reste à voir. Là, je ne vais pas m'emporter après une semaine.
On dirait que les Shanahan ont un don pour trouver des porteurs de ballon non repêchés qui font le travail. On n'a qu'à penser à Jordan Mason. On peut même revenir dans le passé avec Elijah Mitchell, un choix de sixième ronde. Ryan Mostert était un joueur non repêché également. Écoutez, Matt Breida également, qui était un choix vraiment tardif au repêchage. Et si on monte même au père ou à Cal Shanahan, on peut parler de Alfred Morris, qui est un choix vraiment de sixième ronde avec les Fur Redskins de Washington au début Oui. des années 2000. Et même, on peut remonter à Mike Anderson également avec les Broncos. Donc, Ah, il écoute, y en a eu plusieurs. Olandis Gary, Terrell Davis. Terrell Davis a été un quoi? Un choix de cinquième ronde, je me souviens bien à l'époque. moi, je pense que ça commence à être un don ou un super pouvoir de trouver vraiment des porteurs de ballon qui sont vraiment qu'on trouve dans les rondes tardives ou repêchage ou même non repêchés. Et Jordan Mason, honnêtement, il était vraiment incroyable. On avait l'air sorti d'un canon, comme on dit en anglais, lors de plusieurs séquences. Et du côté des Vikings, j'avais une statistique intéressante pour toi. Les Vikings ont obtenu 20 victoires sous Kevin O'Connell et 17 étaient par un touché et moins. C'était l'écart de 22 points était la plus large pour une victoire sous Kevin O'Connell. Donc, j'ai bien aimé vraiment la performance des Vikings, mais un peu comme toi, je pense que les Giants sont vraiment une équipe mauvaise cette saison. Ça peut avoir vraiment brouillé un peu les cartes. On se transporte du côté de Ouais. la Nouvelle-Angleterre, alors que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ils ont une fiche de 1-0. Didier, oui, oui, les Pats Ouais, ça contre a été les la Seahawks surprise de de la semaine, Seattle. hein? Ah, incroyable, incroyable. On était, toi et moi, je me souviens qu'on était en train de les détruire la semaine dernière. Comme quoi que, mais oui, non, c'est ça. Les Patriots contre les Seahawks, également 1-0. Ce sera un duel assez intéressant entre deux équipes que, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent les éliminatoires. Puis je pense que ton opinion non plus n'a pas changé des Patriots, je peux pas croire. Non, non. Ça, ce serait vraiment excessif là, de dire oui, les Patriots vont participer aux éliminatoires. Ça a été une belle victoire, toutefois, contre les Bengals de Cincinnati. C'est quoi, au lieu de choisir les Panthers pour battre les Saints à Nouvelle-Orléans, j'aurais dû choisir les Patriots pour qu'ils gagnent à Cincinnati. En passant, ils ont mis fin à plusieurs poules Survivor, hein. Il y a bien des gens Mhm. qui ont Ah oui. sélectionné les Bengals à faire gagner lors de la première semaine d'activité. Mais qu'est-ce que je vais surveiller lors de ce duel-là? Ça va être le travail de la ligne à l'attaque des Seahawks de Seattle. Bon, elle a fait du bon travail pour l'attaque terrestre. Kenneth Walker a connu un format plus de 100 verges au sol. On a eu des ennuis en termes de protection. Toutefois, écoute, Marc-André, on a accordé 2 touchés de sûreté en première demi. Pour moi, ça, c'est du jamais vu. J'avais jamais vu une équipe concéder 2 touchés de sûreté en première demi. Ça a été un lent début de rencontre pour l'attaque de Seattle, mais en deuxième demi, eh bien, Walker s'est mis en marche. La ligne à attaque est en mesure de bien bloquer au sol. En termes de protection, c'est ça que j'ai hâte de voir. On va jouer à Foxborough. La défense des Patriots a démontré qu'elle était encore coriace, comme elle l'avait été l'année dernière. Alors, j'ai hâte de voir ça. Walker a amassé 103 verges au sol. Il a inscrit un touché la semaine dernière contre les Broncos de Denver. Est-ce qu'on pourrait répéter ce même genre de performance du côté de la ligne à attaque et le jeu au sol des Seahawks de Seattle contre les Patriots? La dernière équipe qui a marqué deux touchés, qui ont marqué deux fois sur des touchés de sûreté dans un match, c'était les Dolphins de Miami en 2017, Didier. Et on a perdu les services, pour revenir Ah, aux Seahawks, tu parlais de la ligne à l'attaque, on a perdu les services de George Fant, qui est vraiment un joueur de ligne super important pour les Seahawks. J'ai hâte de voir comment tout ça va se traduire lors de ce match-là. Et pour moi, ouais, pour les dès le Patriots, début de côté la rencontre, hein, en plus. Il s'était exactement, blessé tôt, Fant, exactement. ouais. Puis je pense pas qu'il sera de la partie. En tout cas, bref, son cas est vraiment incertain. Donc ça risque de faire mal. J'ai hâte, tu parlais de protection de passe. Je pense pas. Je pense que George Fant, c'est un élément vraiment important de la setting à l'attaque. Là, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dessiner. Du côté des Pats, pour moi, ben, ça a été Ramondre Stevenson, hein. Vraiment un gros match au sol, 120 verges, vraiment le seul porteur de ballon dans le champ arrière, un touché, parce que par la passe, c'était peu reluisant du côté des Ouais. Patriots. On a vraiment un contingent de receveurs de passe très moyen. La plus longue passe à un receveur de passe est faite par Jacoby Brissett, c'était 17 verges. Donc, d'après moi, c'est ça la recette du succès pour les Pats cette saison. Ce sera vraiment de courir à outrance avec Ramondre Stevenson, qui a vraiment connu un excellent match contre les Bengals. Ouais, c'est inexplicable du côté de Cincinnati. Ils savaient que les Patriots allaient tenter de courir avec le ballon. OK, les Patriots vont pas tenter une cinquantaine de passes en un match. Ils sont pas équipés pour ça. Un de leurs meilleurs joueurs en attaque, c'est Ramondre Stevenson. Malgré tout, on n'était pas préparé, comme tu as dit. 120 verges au sol en 25 courses pour Stevenson.
Du côté des Seahawks, avec Mike McDonald, l'entraîneur-chef, lui qui était anciennement coordinateur de la défense des Ravens de Baltimore, on va être prêt défensivement. D'aucune façon, on va laisser Ramondre Stevenson nous piétiner comme il l'a fait contre la défense des Bengals de Cincinnati. Je ne peux pas croire à ça. Mais ça va être une confrontation entre deux bons porteurs de ballon, entre Kenneth Walker et Ramondre Stevenson. Les Saints de la Nouvelle-Orléans affrontent les Cowboys à Dallas, match d'ouverture locale pour Dak Prescott avec son nouveau contrat à Dallas pour lui. Les Saints, vraiment, ben, quoi dire, hein? On a vraiment pulvérisé les Panthers la semaine dernière. Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que les Saints seront bons cette saison? Qu'est-ce que t'en penses? Là est la question, Marc-André. Parce que Derek Carr, il avait l'air d'un homme transformé là, en ce début de saison. Il attaquait les zones profondes. On l'a même vu narguer un des joueurs des Panthers de la Caroline, le demi-coin, J.C. Horn. Je me pose la question, est-ce que Derek Carr est un homme transformé, un joueur transformé, ou c'est simplement dû au fait qu'il affrontait la défense des Panthers de la Caroline? Un peu comme Sam Darnold. On va commencer à avoir des réponses cette semaine, parce que les deux, Darnold et Carr vont affronter des bien meilleures défenses que ça avait été le cas lors de la première semaine d'activité. Mais c'est ce qu'on reproche tout le temps à Derek Carr, d'être timide, de trop souvent lancer au porteur de ballon ou de ne pas appuyer sur la gâchette et de prendre des chances, du moins d'attaquer les zones profondes. Mais ça, il l'a fait contre les Panthers. Maintenant, on va voir s'il peut le faire contre la défense des Cowboys, qui a bien joué contre les Browns de Cleveland. Mais il faut dire qu'on affrontait Deshaun Watson. On va en parler un peu plus tard de Deshaun Watson. Ouais, la défense vraiment intraitable, hein? 6 sacs, 2 interceptions, même 2 en 15 Mm-hmm. en troisième essai, les Browns. Michael Donc Parsons vraiment, était continuellement dans le champ arrière. ouais, ouais, on a vraiment une défense élite, que ce soit Dan Quinn ou que ce soit Mike Zimmer maintenant. Je pense qu'il y a vraiment une continuité en défense du côté des Cowboys. Et je voudrais peut-être saluer le travail de Alante Taylor chez les Saints. Il est devenu le premier joueur des Saints à obtenir 3 sacs dans un match. Puis les Saints sont dans la NFL depuis 1967. Donc c'est vraiment une Jamais dans statistique leur histoire, intéressante. c'est arrivé. Jamais, 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 Ah ouais, jamais, jamais. wow. Depuis 1967. Là, j'ai dit NFL, mais c'est peut-être la AFL. J'ai pas regardé. Je sais pas c'était quand la fusion. C'était en 67 la fusion. En tout cas, bref. Ouais, Oui, la 67, NFL la en fusion, ouais. 67. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc, ouais, Alante Taylor, c'était jamais arrivé dans l'histoire des Saints. Ah C'est quand ouais, même le fun wow. comme stats, j'ai trouvé. Ouais, 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 ouais. Les Buccaneers de Tampa Bay affrontent les Lions à Détroit. Deux équipes vraiment. Baker Mayfield a connu un fort match. 4 passes de toucher contre les Commanders la semaine dernière. Et les Lions, ben, ça a été vraiment un match du dimanche soir enlevant du début jusqu'à la fin, jusqu'en prolongation. Donc, c'est vraiment un affrontement qui, selon moi, va être vraiment intéressant cette semaine. Encore là, est-ce que les Bucks, c'était les vrais Bucks qui se sont présentés contre les Commanders, ou est-ce qu'encore là, on parle d'un miracle? Ouais, rien enlevé à Baker Mayfield. Il a vraiment bien joué. Les Buccaneers au complet ont bien joué contre les Commanders. Mais les Commanders, ça, c'est une des équipes qui m'a troublé par sa performance, surtout au niveau de l'unité défensive. Je me dis, avec Dan Quinn, sa défense devrait être améliorée. C'est juste un match. Un match ne fait pas une saison. Mais j'ai hâte de voir ça du côté de Washington. La défense sera améliorée. Mais il s'agit d'un match revanche hein, pour les Buccaneers parce que c'était les Lions qui avaient mis fin à leur saison, si je me souviens bien, l'hiver dernier. Alors, les Lions qui ont battu les Rams, ils avaient éliminé les Rams et s'ils seront en mesure de le faire une deuxième fois de suite, c'est-à-dire de vaincre une équipe qu'ils ont vaincue en éliminatoire. Mais c'est intéressant, les Buccaneers, ils m'intriguent. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça, mais ils m'intriguent vraiment. Mais là, le match va être à Détroit avec la foule bruyante. L'atmosphère est tellement incroyable au Ford Field. Là. On l'a vu l'autre jour contre les Rams. La foule est gonflée à bloc. On sait qu'on a une chance de gagner le premier Super Bowl de l'histoire de la concession. Mais écoute, Baker Mayfield, je ne veux pas passer sous silence la performance de Mike Evans. Il était couvert par Benjamin Saint-Just. Benjamin, écoute, il n'a pas à rougir de sa performance. Mike Evans est un des meilleurs receveurs de passes de la NFL. Il va se retrouver à Kenton, en Ohio. Il a inscrit 2 touchés au départ de Benjamin Saint-Just, mais les 2 fois, Benjamin est en position parfaite. Ça a vraiment été des belles passes de Baker Mayfield, Marc-André. On dit tout le temps au football, une passe parfaite va battre une couverture parfaite et c'est ce qu'on a vu. Alors, il faut donner crédit à Baker Mayfield et à Mike Evans. Je pense que ce qui pourrait poser problème du côté des Lions, c'est encore la tertiaire. C'était ça l'année passée. Notre défense contre la passe, spécialement la tertiaire, on a quand même accordé plus de 300 verges à Matthew Stafford.
lors du dernier match. Est-ce que Baker Mayfield, en tout cas, au niveau fantasy, je vous dirais que Baker Mayfield peut être un excellent joueur à insérer dans votre formation au niveau fantasy cette semaine. On peut penser qu'il pourrait répéter ce qu'il a fait la semaine dernière, 280 verges, je pense qu'il a terminé avec 4 passes de toucher. Et du côté, justement, parlant de la tertiaire, du côté des Buccaneers, il va probablement avoir 3 partants dans la tertiaire qui vont manquer à l'appel, qui ont quitté rapidement la rencontre. Donc, ce sera intéressant de voir si justement Jared Goff et surtout, on a vu l'éclosion de Jameson Williams, enfin, le choix de première ronde qui a vraiment connu un fort match, son Oui. meilleur match dans la NFL. Donc, j'ai bien hâte de voir si justement du côté des Lions, on va pouvoir en profiter par Jameson Williams, Sam Laporta et évidemment Amon-Ra St. Brown. Oui, c'est vrai, tu fais bien de mentionner le nom de Jameson Williams, parce qu'il a été vraiment brillant dans la victoire contre les Rams de Los Angeles. Ça fait longtemps qu'on attendait ça de la part de Jameson Williams, parce qu'à l'Université Alabama, il était tellement explosif. Il s'est présenté dans la NFL, il n'était pas à 100% étant donné qu'il avait subi une grave blessure à son genou lors de son dernier match en carrière à Alabama. Mais là, ça a été vraiment tout un début. C'est ce qu'on espérait du côté des Lions parce que c'est un marchand de vitesse. Alors, jumelé à l'excellente ligne à l'attaque des Lions et à leur attaque terrestre en plus, si on a une menace dans les zones profondes, là, cette attaque-là, en théorie, là, ça va être pratiquement impossible de l'arrêter. Jameson Williams pourrait devenir une pièce très importante au niveau de l'attaque des Browns de Cleveland. Alors, j'ai hâte de voir si la tertiaire des Lions sera en mesure de le ralentir. On La passe tertiaire des maintenant, Bucks, oui. Didier. Oui, on passe maintenant au match du dimanche soir, alors que les Bears, Caleb Williams, qui a remporté son premier départ dans la NFL sans Ouais. inscrire de toucher offensif, je tiens à le préciser, affronte les Texans à Houston et CJ Stroud, qui a connu vraiment un premier match vraiment mitigé, qui était victime de 4 sacs du corps notamment. Donc, j'ai bien hâte de voir cet affrontement-là entre les Bears et les Texans. Oui, mais le joueur qui a brillé pour les Texans, ça a été Joe Mixon. Joe Mixon, Mhm. Marc-André, je ne sais pas si tu as vu ses courses, il semblait avoir les jambes fraîches. D'aucune façon, Joe Mixon a aussi bien joué que ça lors des 2 dernières saisons avec les Bengals de Cincinnati. Écoute, il semblait léger sur ses pieds. J'ai hâte de voir si ça va pouvoir se maintenir du côté du demi à l'attaque des Texans de Houston parce que là, tu sais, la première semaine d'activité, comme je l'ai dit, il avait les jambes fraîches, mais il a vraiment bien paru. On lui a remis le ballon 30 fois, hein, 159 verges, il a inscrit un touché. Mhm. Et en plus de ça, il y a une autre acquisition des Texans qui a bien fait, Stephen Diggs. Il a marqué 2 touchés. Alors, ça augure bien, hein, parce que CJ Stroud, bon, il n'a pas eu à faire tant de choses que là, tant de choses que ça. Mais si Mixon peut jouer de cette façon-là pendant toute la saison, Houston va être vraiment dur à arrêter. Mais là, on va jouer contre les Bears de Chicago, la défense des Bears qui a connu un excellent match contre les Titans du Tennessee. On a inscrit un touché défensif, bon, grâce aussi d'une crampe au cerveau de Will Levis, un beau cadeau qu'il leur a fait. Finalement, il leur a donné la victoire. Mais écoute, bon, tout le monde, on est intrigué par les Texans. On croit que les Texans seront à surveiller. Mais j'ai vraiment aimé leur performance lors de la première semaine d'activité à Indianapolis contre les Colts. Joe Mixon disait même après le match, je ne sais pas s'il lançait des pointes aux Bengals, mais il disait vraiment que pour la première fois, il s'est senti genre bien sur le terrain, qu'on le faisait confiance. Bref, ça avait l'air d'un joueur libéré, ou en tout cas, qui était vraiment aux anges, vraiment, à la suite de son premier match. Et du côté des Bears, je me questionne encore sur Matt Eberflus. Oui, on a gagné, on est revenu de l'arrière, un retour vraiment incroyable, mais l'attaque a vraiment pas produit grand-chose. On a seulement 84 verges au sol avec DeAndre Swift et Khalil Herbert combinés. Donc, pour moi, l'attaque a vraiment connu des ratés lors de ce match-là. Caleb Williams a vraiment été très, 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 très ordinaire, à mon avis. Donc, je me demande encore si Matt Eberflus est vraiment bien en selle du côté des Bears de Chicago, parce que, selon moi, il sera l'un des premiers entraîneurs à écoper si les Bears connaissent un mauvais début de saison. S'il avait fallu que les Bears perdent ce match-là à Ah ouais. domicile contre les Titans du Tennessee, on serait déjà en train de demander la tête à Matt Eberflus. Mais sa défense, elle a bien joué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les unités spéciales ont également inscrit un touché. Mais en attaque, Marc-André, on a gagné seulement 2,8 verges en moyenne par Mhm. jeu. Là, la présence de Keenan Allen au moment où on enregistre ce podcast est incertaine pour la rencontre. Mais moi, la personne qui devrait se retrouver sur un siège éjectable, c'est le directeur général, Ryan Pace. J'en ai parlé tout au long de l'été. Cette équipe-là n'est pas construite pour jouer à Chicago. On l'a vu, il y a certaines des passes de Caleb Williams qui ont manqué de précision à cause du vent. Ça s'appelle la ville des vents. J'ai passé l'été à le dire. On ne peut pas espérer passer le ballon à outrance du côté des Bears. On
On va devoir avoir un meilleur équilibre avec le jeu au sol et DeAndre Swift. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout là, on va jouer à Houston. Foule bruyante. On a une ligne à l'attaque qui est très moyenne du côté des Bears. Alors, si on ne mise pas sur le jeu au sol, ça pourrait être un long match, un long après-midi pour Caleb Williams. En passant, Caleb Williams, c'est la première fois qu'il jouait contre une défense partante. Lors des matchs préparatoires, il jouait tout le temps contre des joueurs Mhm. réservistes. On a vu là, la différence. 14 passes complétées seulement pour 93 verges. Il y a certaines de ces passes, comme je disais, qui ont manqué de précision. Il y avait une passe où Keenan Allen s'était libéré, ça aurait été un touché. Sa passe, elle était trop longue. Alors oui, comme tu l'as dit, on va devoir utiliser plus DeAndre Swift et Khalil Herbert et l'attaque au sol du côté de Chicago. Sinon, ça va être une défaite assurée contre les Texans. On a fait le tour, Didier, des matchs avec des affrontements avec des équipes invaincues qui ont gagné leur premier match. Donc, en rafale, les autres affrontements du week-end prochain, les Raiders vont se rendre à Baltimore pour affronter les Ravens. Les Ravens vont faire attention, Marc-André, parce que leur ligne à l'attaque a été horrible, horrible contre les Chiefs de Kansas City. Est-ce que tu as vu de quelle façon Chris Jones s'est Mhm, amusé au dépend de la ligne à l'attaque des Ravens? Il faut dire que Baltimore comptait sur trois nouveaux joueurs partant au sein de cette ligne à l'attaque-là. Là, on va affronter Max Crosby et Christian Wilkins. Alors ça, potentiellement, ça pourrait donner des ennuis à Lamar Jackson. Selon moi, les Ravens vont devoir faire attention. Toutefois, je ne sais pas si les Raiders seront en mesure de marquer à 7 points, mais juste ce déséquilibre-là au niveau de la ligne à l'attaque des Ravens, comparativement à la ligne défensive des Raiders, ça pourra faire en sorte que Las Vegas pourrait causer une surprise, selon moi. Jameis Winston et les Browns, non, ça c'est un souhait. Deshaun Watson et les Browns vont se rendre à Jacksonville pour affronter les Jaguars. Marc-André, au rythme où vont les choses avec de Sean Watson, est-ce que ça te surprendrait s'il n'était même pas en uniforme? S'il y a encore des nouvelles Ah, accusations, il y a une autre fille mhm, qui l'accuse de viol ou du moins de comportement sexuel inapproprié. Ça se serait passé en 2020. On est rendu à quoi? Une trentaine de femmes là, qui ont mhm. porté des plaintes contre lui. Il joue pas bien. Il semble complètement être perdu sur le terrain. Il est plus là mentalement de Sean Watson. Il a mal à son bras droit. Alors oui, tu as raison. On pourrait voir Jameis Winston plus tôt que tard. Là, on va rendre visite aux Jaguars de Jacksonville qui, eux, ont perdu un match série contre les Dolphins de Miami. Jacksonville a gagné seulement un premier essai au quatrième quart contre les Dolphins. Je crois qu'ils vont être en mesure de rebondir contre les Browns parce que je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là, mais à un certain moment donné, Deshaun Watson est au sol, demande à un de ses coéquipiers de l'aider à se relever, puis son Ouais, coéquipier l'a complètement ignoré. ouais. Kevin Stefanski doit faire attention, il est en danger de perdre son équipe. Parce qu'oublie pas, on a participé aux éliminatoires sans Watson l'année dernière. On a utilisé quatre autres carrières, les quatre ont mieux paru que lui, incluant Joe Flacco. Joe Flacco passait pour 300 verges à toutes les semaines ou à peu près lorsqu'il est devenu le carrière partant. C'est simple. Le problème, c'est pas le personnel, c'est pas le système de jeu, c'est le numéro 4, c'est le carrière, c'est Deshaun Watson. Pas pour rien qu'on a gardé quatre carrières qui sont capables d'être partants dans la NFL du côté des Browns avec Huntley, Winston et même DTR, Dorian Thompson Robinson. Oui, c'est ça. Oui, ouais, je pense que c'est ça, Donc, oui, c'est bien ça ouais, le nom. Ouais. ouais, je t'ai mêlé dans mes... Fait que, pour moi, ça indique quelque chose, que c'est peut-être un prélude à quelque chose. Les Browns en savaient peut-être même quelque chose, des nouvelles accusations, selon moi. Les Jets vont affronter les Titans au Tennessee, les Titans qui ont vraiment zigouillé, ils ont vraiment, vraiment perdu la rencontre. Will Levis a vraiment Will été Levis a perdu le match. exécrable en deuxième, ouais, ouais, en deuxième demi. Ah, je te jure, j'ai hâte de voir s'il va avoir une pire interception cette année dans la NFL. Que Ah son ouais. interception en fin de match, est en train de se faire plaquer, le joueur l'avait par les jambes, puis il envoie le ballon à l'aveuglette. Lui-même, sa réaction, il n'en revenait pas de la crampe au cerveau qu'il a eu. Mais c'est ça, Will Levis. Lorsqu'il jouait pour l'Université du Kentucky, continuellement, il était victime de crampes au cerveau. Je crois pas que ça va s'améliorer. Alors que du côté des Jets, Aaron Rodgers, bon, oui, il a complété de belles passes, mais lui aussi, il semblait pas à l'aise, un peu à la Kirk Cousins. Et la défense des Jets, Marc-André, je suis fatigué que les gens m'envoient des messages sur les réseaux sociaux en me disant que cette défense-là, elle est bonne. Je vous le dis, depuis l'année dernière, elle a terminé 25e contre la course. Qu'est-ce qui est arrivé lundi soir? Mais Jordan Mason les a traversés. C'est pas une défense élite. C'est une défense qui a du talent. Il y a plusieurs choix, d'anciens choix de première ronde, mais c'est pas une défense élite. Mais je pense qu'on devrait être correct contre les Titans. Mais si on perd contre les Titans, ça va être la panique complète à New York.
On ne voudra sûrement pas du côté des Jets tirer de l'arrière à la mi-temps parce qu'ils ont une fiche de Hmm. 7-26 sous Robert Saleh. Donc ça, c'est un élément vraiment à Ah ouais. prendre en Ouais, le considération. grand Les Robert Saleh. Ah, je voulais pas. On a dit que c'était en rafale, hein, on peut pas s'attarder Ouais, sur. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Excuse-moi, excuse-moi. euh, les Chargers de Los Angeles vont affronter les Panthers de la Caroline. Jim Harbaugh, est-ce qu'il sera 2-0 à la barre des Chargers? Ah, absolument, définitivement. On joue contre les pitoyables Panthers. Puis finalement, on a un adulte comme entraîneur-chef du côté des Chargers. Les Chargers Un sont plus adulte. disciplinés, ont mis Comment? Un adulte, ouais, t'aimes C'est ça? un adulte. Voilà, on mise sur le jeu Bon. au sol. Là, en plus, les Panthers, déjà qui sont pourris, là, qui sont dépourvus de talent en défense. Mais là, on a perdu le service du plaqueur d'Eric Brown, qui est de loin notre meilleur joueur en défense, blessé au genou, sa saison est terminée. Non, ça va être une victoire, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus, des Chargers. Un adulte. Bon, les Giants, bon, oh, ça, c'est un affrontement dans l'Est de la nationale entre les Giants et les Commanders à Washington. Un pauvre Daniel Jones, hein. C'est même fait narguer par des partisans après la rencontre quand il essayait juste de se rendre à sa voiture et de quitter le stade. Daniel Jones, à ses 8 derniers matchs, Marc-André, une fiche de 1 victoire et 7 défaites. Il a complété seulement 2 passes de toucher. Imagine-toi. Écoute, la défense de Washington, je l'ai dit tout à l'heure, elle en a arraché la semaine dernière contre les Buccaneers de Tampa Bay. Mais là, si elle en arrache contre les Giants, on va devoir se poser de sérieuses questions. Je ne crois pas que ce sera le cas. Mais écoute, à quoi s'attendre du côté des Giants? C'est vraiment un désastre, là. Moi, je crois sincèrement qu'il va y avoir un ménage qui va se faire à New York. Je parle du DG, de l'entraîneur-chef, Brian Daboll, ainsi que Daniel Jones après la saison. Les Colts d'Indianapolis qui aiment vraiment pas les matchs de la semaine numéro 1, 11 défaites consécutives lors d'un match numéro 1, C'est vont essayer de incroyable, ça! retrouver le chemin de la... Ouais, 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 c'est la plus longue séquence active dans la NFL. 11 défaites de suite en match d'ouverture de saison pour les Colts. Vont affronter les Packers sans Jordan Love avec Malik Willis à Green Bay. Écoute, Colts, Packers, on est loin de Peyton Manning contre, contre Aaron Rodgers, mettons. Ben oui, Jordan Love qui s'est blessé à la toute fin là, de la rencontre au Brésil contre les Eagles de Philadelphie. D'aucune façon, je peux choisir une équipe que Malik Willis au poste de quart pour l'emporter. Écoute, Anthony Richardson a complété seulement 9 passes dans la Ouais, défaite c'est un contre Houston. problème. Ouais, c'est un problème, mais en même temps, tu sais, il démontre son talent. Je sais pas si tu as vu la passe de toucher qu'il a complétée à Mhm. Alec Pierce, alors qu'il Ouais. tombait vers l'arrière, était en déséquilibre, juste avec son bras. Je pense que le ballon a voyagé une soixantaine de verges dans les airs. C'est tout à fait incroyable. Certaines de des courses qu'il a fait. Mais oui, c'est sûr qu'il doit être plus constant. Là. Tu peux pas penser gagner des matchs en complétant 9 passes. Mais non, Malik Willis, là, non, j'ai aucune confiance. En plus, à la défense des Packers, encore une fois, malgré le changement de coordonnateur, elle en a arraché contre les Eagles. Je vais y aller à reculons, puis je pense que les Colts devraient l'emporter. Les Packers ont seulement 6 victoires sans Brett Favre, Aaron Rodgers ou Jordan Love au poste de quart depuis 1990. Pour vous dire que, Hmm. oui, vous allez me dire Oh, quelle que c'était statistique. des quarts légendaires. Ben, les deux étaient des quarts légendaires, mais je veux dire, juste 6 victoires sans ces quarts-là, ça explique bien des choses. Sûrement, j'ai pas les noms des 6 victoires. Sûrement, je pensais à Matt Flynn, probablement. J'ai eu quelques, Ah oui, quelques Macklin, bons ouais, ouais, il départs. ferait partie du groupe. Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Les Rams de Los Angeles vont affronter les Cardinals de l'Arizona. La défense des Cardinals a accordé pas moins de 14 jeux de plus de diverges à Buffalo contre les Bills. Les Rams vont être privés des services de Puka Nacua qui est ennuyé par une blessure à un genou. On dit qu'il devrait être absent pendant 4 semaines. Mais on a également des blessés au niveau de la ligne à l'attaque du côté des Rams de Los Angeles. Mais écoute, on va affronter les Cardinals en Arizona. Je pense qu'on pourrait assister à une surprise étant donné l'état de la ligne à l'attaque des Rams. Je sais qu'on est très bien coaché avec Sean McVay, mais sur match de section, les matchs de section sont toujours plus serrés qu'on l'anticipe. Alors, ouais, les Rams sont mieux d'être prêts puisqu'ils pourraient être victimes d'une surprise, oui, dans le désert de l'Arizona. Les Steelers de Pittsburgh vont affronter les Broncos à Denver. Ouais, puis il semble que ça va être un deuxième départ consécutif pour Justin Fields. Russell Wilson est toujours ennuyé par une blessure à un mollet. Puis, écoute, c'est simple pour Fields, s'il peut éviter les revirements encore une fois, comme il l'a fait à Atlanta, parce que c'est la chose numéro un, personnellement, que je lui reprochais lorsqu'il était à Chicago, soit qu'il était victime d'interception ou d'échappée.
il a été en mesure d'éviter ça. S'il peut encore éviter ça pour une deuxième semaine de suite, je crois sincèrement que les Steelers devraient être en mesure de l'emporter contre les Broncos. TJ Watt a été incroyable la semaine dernière, même si les arbitres l'ont volé. Il avait réussi un sac sur le même jeu. Un sac provoquait une échappée. Il avait lui-même recouvré l'échappée, mais on a jugé qu'il était hors jeu. Moi, je ne croyais pas qu'il était hors jeu. Mais il était constamment dans la charrière des Falcons. Je pense qu'il va encore une fois connaître un fort match à Denver. Surtout que Bo Nix, il a vraiment eu l'air d'une recrue la semaine dernière. Mhm. Les Steelers continuent d'avoir le numéro des Falcons, fiche de 16-2-1 contre les Falcons dans leur histoire. Dernière défaite, ça remonte à 2006. Les Bengals de Cincinnati se rendront au on peut plus dire ça, le Arrowhead, hein, au Geha Stadium, c'est ça qu'on dit, Est-ce qu'ils pour ont changé affronter de les nom? Chiefs de ouais, Mais ouais. je pense qu'on peut dire encore Arrowhead, puisqu'ils Ah, n'ont pas enlevé. Il y a l'autre commanditaire suivi du Arrowhead Stadium, je crois. en tout Peu cas, importe, on va Geha continuer de Field, en tout dire cas, peu importe. Arrowhead. Ils se Ouais. rendront à Kansas, Ouais. à Arrowhead pour affronter les Chiefs de Kansas City. Oui, hey, depuis 2020, les Bengals ont une fiche maintenant de 1 victoire et 8 défaites lors des 2 premières semaines de la saison. Mais encore plus inquiétant pour moi, ça a été la performance de Joe Burrow. Parce que lors du camp d'entraînement, les gens qui couvrent les activités quotidiennes des Bengals, ils disaient qu'ils trouvaient que Joe Burrow lançait pas le ballon avec le même aplomb que d'habitude. On se posait la question afin de savoir s'il n'est pas toujours ennuyé par cette blessure à son poignet droit qui a mis fin à sa saison 2023. Sa performance a été inquiétante, mais la performance en général des Bengals, on en parlait tout à l'heure défensivement, c'est comme ça, on n'avait pas de plan de match contre les Patriots, alors qu'on savait que la Nouvelle-Angleterre allait sûrement courir avec le ballon. C'est la seule façon qu'elle pouvait connaître du succès. On va jouer à Kansas City contre les Chiefs, ceux qui ont vraiment bien paru. Que dire de Xavier Worthy, le choix de première ronde, Mhm. Marc-André avec son 4-2-1 au 40 verts. Il avait l'air tellement explosif. Il a touché au ballon 2 fois, mais les 2 fois, il a emmené le ballon dans la zone début. Il a inscrit des touchés. Alors, les Bengals, encore une fois, en danger de commencer 0-2, mais ils nous ont habitués à ça là, depuis que Zach Taylor est l'entraîneur-chef. Joe Burrow fiche de 0-4 depuis le début de sa carrière lors de la semaine numéro 2, mais une fiche de 3-1 contre Patrick Mahomes en saison régulière. Donc ça, c'est intéressant. Mm. Et finalement, un duel pour l'ornithologue amateur en vous entre les Falcons et les Eagles. Ça se passera lundi soir à Philadelphie. On en parlait tout à l'heure, hein, Kirk Cousins ne semblait pas être en santé. Écoute, t'as âgé de 36 ans, il se remet d'une rupture de tendon d'Achille, d'une déchirure. Moi, je continue de croire que plus tôt que tard, on va voir Michael Penix au poste de quart des Falcons, surtout après ce que j'ai vu la semaine dernière de la part de Kirk Cousins. Puis Saquon Barkley, tout à l'heure on parlait de Joe Mixon. Pour moi, Saquon Barkley et Joe Mixon ont été les deux meilleurs porteurs de ballon, du moins les deux qui ont été le plus spectaculaires lors de la première semaine d'activité. Mon Dieu que ça a dû faire mal au cœur des partisans des Giants de voir Saquon courir à travers la défense des Packers au Brésil. Puis je pense que ça va se poursuivre pour Saquon contre les Falcons d'Atlanta. Ça enlève beaucoup de pression, c'est Quan Barkley à Jalen Hurts, en tout cas. Ça met moins de pression sur ses épaules, puis je pense que sur une longue saison, ça peut être vraiment bénéfique pour les Eagles. Ça fait le tour, Didier. On a fait le tour de tous les affrontements lors de la semaine numéro 2 dans la NFL. Oui, mais écoute, avant de parler de fantasy football, toi qui es un partisan des Eagles, hein, ça a été quoi ta Ouais. réaction à la suite de la performance des Eagles contre les Packers de Green Bay? J'ai pas trouvé. Honnêtement, Saquon Barkley a été incroyable. J'ai pas trouvé Jalen Hurts si dominant que ça. En fait, le jeu, l'attaque aérienne a été vraiment, selon moi, ordinaire. Il y a vraiment place à l'amélioration. J'ai aimé ce que j'ai vu de la défense. Visiblement, l'année dernière, le problème, c'était la tertiaire. Je pense que la tertiaire s'est améliorée. J'ai pas trouvé qu'on avait mis beaucoup de pression sur Jordan Love. Je sais qu'il s'est blessé en fin de match, là, que c'est sur un jeu. Mais je pense qu'il y a place à l'amélioration. Mais oui, j'ai été satisfait en tant que fan des Eagles. J'ai vraiment été satisfait de la performance de Philadelphie lors du premier. Le terrain À quel point t'es était excité de vraiment viser? glissant. Ouais, ben oui, ça arrêtait. Ouais. Puis, mais à chaque fois qu'il y a des matchs C'était. internationaux, on dirait Mhm, qu'il y a tout le temps des problèmes avec le terrain, avec la surface de jeu. mhm. Effectivement, ça a vraiment, selon moi, ça a vraiment changé quand même l'allure du match parce que les joueurs glissaient là, sans bon sens. Je pense vraiment qu'il y aurait eu davantage de jeux explosifs si on avait eu des meilleures conditions de terrain. Ouais, imagine-toi si Jordan Love s'était blessé en glissant son genou, là. À quel point là, Je les sais pas. partisans des Packers auraient été en furie. J'imagine qu'on a dit que c'était pas ça, mais ça peut avoir aidé à cette blessure-là, je pense. Tu sais, je sais pas.
veux pas me faire un prophète de malheur ou quelque chose, mais je pense que les conditions de terrain n'ont vraiment pas aidé à ce que Jordan Love sorte de là sur ces 2 jours. Non, ça, c'est certain que ça n'a pas aidé. Je suis bien d'accord avec toi. Mais écoute, on va se tourner maintenant du côté du fantasy football. Tu es notre expert en fantasy football. Là, comme on disait, jeudi soir, ça va déjà être le début de la deuxième semaine d'activité lorsque les Bills vont croiser le fer avec leur rivaux de section, les Dolphins de Miami. Alors, tu as des recommandations pour nous afin de savoir quels sont les joueurs qu'on devrait garder sur le banc absolument ou d'autres joueurs qu'on devrait insérer au sein de notre formation par. J'ai vendu un peu la mèche tout à l'heure en vous parlant de Matthew Stafford. Je pense qu'il est vraiment un joueur que vous pouvez insérer dans votre formation. Probablement qu'il était disponible sur votre fil de joueurs autonomes dans plusieurs pools et vous pouvez l'insérer avec confiance lors de la semaine numéro 2 parce que, bon, on en a parlé tantôt, la défense des Cards, elle est médiocre. On a de la difficulté à mettre de la pression. Josh Allen a vraiment fait, surtout en deuxième demi, il a vraiment fait ce qu'il voulait avec la défense des Cards. Oui, sans Puka Nakua, les Rams seront privés des services de Puka Nakua, mais avez-vous vu Cooper Cup jouer dimanche soir? Je pense que Cooper Cup est de retour et je pense qu'avec une attaque dirigée par Sean McVay, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Je pense que Matthew Stafford peut aisément lancer encore pour 300 verges et peut-être 2, 3 passes de toucher. Et Stafford, statistique pour vous, a 15 passes de toucher à ses 8 derniers matchs contre les Cards. Donc ça, j'ai bien hâte de voir Matthew Stafford pour moi. C'est un corps que vous pouvez, avec confiance, insérer dans votre formation lors de la semaine numéro 2. Ouais, c'est un buffet contre la défense des Cardinals. Tout le monde peut se servir. Ça va être ça pendant toute la saison. J'en parlais durant l'été. Les matchs des Cardinals, selon moi, ça va être des rencontres à haut pointage. Oui, ils vont marquer des points, mais ils vont en accorder encore plus. C'est ce qu'on a vu à Buffalo. Alors oui, Matthew Stafford pourrait connaître un bon match, effectivement. Mais comme je l'ai dit, dans le désert d'Arizona, là, des fois, il y a des résultats là, qui nous surprennent. Puis là, ça pourrait être le cas. Là. Je pense que les Cards pourraient causer une surprise, surtout si les blessés au niveau de la ligne à l'attaque que les Rams ont subi la semaine dernière ne sont pas en mesure de revenir au jeu. Quelle est carrière que tu nous conseilles de garder sur le banc là, si on l'a au sein de notre formation? Ben, j'ai pas été vraiment rassuré par Joe Burrow. 164 verges par la passe seulement lors de son premier match contre les Pats, subi 3 sacs du corps. Et est-ce que c'est une mauvaise performance? Ben, ça peut être plein de facteurs. Il y a un manque de répétition et aucun entraînement, assurément. Zach Taylor est un entraîneur vraiment qui est renommé pour asseoir ses partants lors des matchs préparatoires. L'absence de T. Higgins également, qui n'a pas disputé la rencontre, la situation contractuelle de John Chase qui s'est réglée et qu'on n'a pas eu encore là de répétition au camp d'entraînement. Est-ce que tout ça a fait en sorte, a été un prélude vraiment à cette mauvaise performance contre les Pats? Mais j'assois quand même Joe Burrow contre l'une des défenses les plus dominantes, selon moi, dans la NFL cette saison, celle des Chiefs. Chris Jones, ça peut être un festin. Imaginez si on a accordé 3 sacs aux Pats. Imaginez ce que Chris Jones peut faire. Donc, pour moi, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, c'est pas un affrontement favorable cette semaine pour Joe Burrow. Si vous avez une autre alternative, je vous conseille de le laisser sur votre. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, là. Maintenant, en position porteur de ballon, qui tu nous conseilles, là, selon toi, là, qu'il faut faire jouer absolument? Probablement la vedette des porteurs de ballon de la semaine numéro 1 au niveau fantasy tout court, c'est J.K. Dobbins, le porteur de ballon des Chargers de Los Angeles, qui était assurément disponible dans plusieurs pools sur votre fil de joueurs autonomes et il est à insérer directement dans votre formation contre les Panthers de la Caroline lors de la semaine numéro 2 qui viennent d'accorder 180 verges au sol au sein de la Nouvelle-Orléans. J.K. Dobbins a récolté 22,9 points fantasy. C'est son deuxième plus haut total de points en un match dans sa carrière. Il a obtenu son plus haut total de verges en un match depuis la semaine 17 en 2020 avec les Ravens de Baltimore. Il a disputé 57% des jeux contre 42 pour Gus Edwards. Vraiment, J.K. Dobbins, est-ce qu'il est de retour? Je pense que oui. En tout cas, pour cette semaine, il est un ajout essentiel à votre formation. Il est à insérer avec confiance. Moi, je suis surpris de voir Dobbins parce qu'il paraissait lent durant ses courses. Tu sais, une fois qu'il Mhm, arrivait au niveau de la tertiaire, il se faisait constamment rattraper. On dirait qu'il courait un 5-8 aux 40 verges. Malgré tout, il a gagné plus de 100 verges. Alors, c'est comme s'il n'était pas mhm, capable d'embrayer. Je ne sais pas si c'est à la suite des nombreuses blessures qu'il a subies au cours des dernières années. Parce que je me souviens bien, c'est quoi, il a pris part à seulement environ 9 matchs lors des 3 dernières années. Alors, ouais. j'étais content qu'il ait connu un fort match. Mon Dieu. Une fois qu'il arrivait dans la tertiaire, là, constamment
il se faisait rattraper. Maintenant, quel est le porteur de ballon que tu nous conseilles de garder au banc? C'était cute Alvin Kamara contre les Panthers, mais je pense qu'Alvin Kamara va connaître de meilleurs jours et que lors de la semaine numéro 2 contre les Cowboys, je reviens sur sa semaine numéro 1, 110 verges au sol, un touché, des verges par la passe également, mais on en a parlé. La défense des Cowboys, elle est vraiment l'une des meilleures unités défensives de la NFL. 6 sacs contre Cleveland, 2 interceptions. J'ai parlé des stats tout à l'heure. Donc pour moi, Alvin Kamara est à laisser sur votre banc si vous avez une autre alternative. Ouais, on mise maintenant sur Mike Zimmer à titre de coordinateur en défense. À l'époque, il avait déjà travaillé pour les Cowboys de Dallas. Mais oui, effectivement, là, c'est intéressant en défense des Cowboys. Micah Parsons, je parlais de TJ Mm. Watt. Parsons était constamment dans le charrière des Browns de Cleveland. Maintenant, on va se tourner vers la position de receveur de passe. Est-ce qu'il y a un joueur qui, selon toi, ben, retient ton attention puis qu'il faut faire jouer là, lors de la deuxième semaine d'activité? En début de saison, l'échantillonnage est petit, mais on voit quand même se dessiner des tendances. Et la tendance qui se dessine, tu en as parlé un peu tout à l'heure, c'est que la défense des Commanders de Washington, spécialement contre la passe, elle est excessivement mauvaise. En 2023, on accordait en moyenne plus de 20 points fantasy au quart adverse par match. Et Baker Mayfield a lancé 4 passes de toucher dans le dernier match contre les Commanders. C'est pour Ouais. ça que je pense que Malik Neighbors, même si c'est Daniel Jones son corps, je pense qu'il pourrait connaître un grand match. Est-ce que son premier touché dans la NFL va arriver contre les Commanders? J'y crois fortement. Euh, vous pouvez habiller, bref, la morale de l'histoire, c'est vous pouvez habiller vos corps et vos receveurs contre les Commanders jusqu'à nouvel ordre. Et même si c'est Daniel Jones, je pense que le talent de Malik Neighbors prime et je pense qu'il va connaître un excellent match au niveau fantasy. Maintenant, quel est le receveur qui, selon toi, ben c'est ça là, qu'il faut clouer au banc cette semaine? Là? J'ai choisi Amari Cooper, mais j'aurais pu choisir vraiment tous les receveurs des Browns de Cleveland, sans exception. Donc, t'en J'ai penses choisi pas de Amari Sean Cooper. Watson, hein? Non, en tout cas, pas jusqu'à nouvel ordre. Donc, j'ai choisi Amari Cooper parce que c'est le receveur numéro un. Écoute, j'ai des statistiques, le Sean Watson, la semaine dernière. 54 verges en attaque en première demi, un seul premier jeu, une passe de plus de 5 verges, 2 en 11 sur les passes de plus de 10 verges. Oui, David Njoku s'est blessé en plus. Si vous pensez qu'Amari Oui. Cooper va avoir plus de ballons à cause de ça, je pense pas qu'il va avoir plus de ballons à cause de ça. Bref, mon conseil, c'est que tous vos Browns sont sur votre banc jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps qu'on voit apparaître Jameis Winston. Pitié, écoutez, Catherine Reich, non, Catherine Hickman, elle s'est mariée. Catherine Reich, si elle écoute ce podcast, s'il vous plaît, faites jouer Jameis Winston pour tous les propriétaires fantasy d'Amari Cooper. Ce serait super intéressant. Et la semaine numéro 2, c'est contre les Jaguars, qui est vraiment une excellente défense. On a vraiment neutralisé la grosse attaque des Dolphins, peut-être, mis à part un jeu à Tyreek Hill qui a été coûteux. Mais oui, on assoit tous nos Browns jusqu'à nouvel ordre au niveau fantasy. Ouais, je suis d'accord avec toi. Deshaun Watson paralyse complètement toute l'équipe des Browns de Cleveland. Maintenant, la position d'ailier rapproché. À la position de l'année rapprochée, je veux juste réitérer ma confiance en Dalton Kincaid. Ça n'a vraiment pas été un match incroyable. En fait, il a été ciblé seulement 2 fois lors du dernier match, sauf qu'il a Ouais, disputé ça, on l'a pas vu du tout. 83 Mais il a disputé 83% des jeux offensifs. C'est un sommet dans sa carrière. Il a disputé 36 des 39 jeux des Bills en deuxième demi. Donc, dans situation de rattrapage, en situation offensive, il était sur le terrain. Donc, pour moi, ça me dit que Dalton Kincaid est vraiment la cible de prédilection à la position d'aller rapprocher de Josh Allen dans situation critique où ce qu'on a du rattrapage à faire. Sauf que euh, en ce moment, je suis pas inquiète par le fait qu'il y a eu 9 joueurs de côté des Bills différents qui ont capté un ballon. Il y a eu 10 joueurs différents qui ont été ciblés. Je pense que je ne sais pas si on va diluer vraiment les passes autant en saison régulière lors de tous les matchs. Pour l'instant, j'appuie pas sur le bouton panique dans le cas de Duncan Kincaid. Je suis encore confiant qu'il va connaître une grande saison. Et lors de la semaine numéro 2, on affronte les Dolphins, souvent une semaine courte. On a tendance des fois dans la NFL à avoir des matchs à plus haut pointage. Les joueurs sont fatigués. Donc, pour moi, Dalton Kincaid demeure un joueur à insérer dans votre formation lors de la semaine numéro 2. Il pourrait s'avérer payant. Et Brock Bowers, l'ailier rapproché recrue des Raiders, il a connu bon, quelques bons moments lors de la première semaine d'activité, mais tu crois pas que ça vaut la peine de l'avoir au sein de la formation partant?
Seuls lui et Isaiah Likely ont obtenu plus de 50 verges de gain à la position d'aile rapproché lors de la semaine numéro 1. C'est pour vous dire à quel point la position Wow, était imagine, hein? vraiment ça a vraiment été difficile de vous trouver un ailier rapproché payant au niveau fantasy. Sauf qu'il a disputé seulement 26 des 45 jeux contre les Chargers. Michael Mayer en a disputé 19. Donc, il n'est pas tout le temps sur le terrain. Et ça me fait peur du côté de Brock Bowers. On sait qu'il a été blessé au camp d'entraînement. Est-ce qu'on a juste voulu vraiment prendre ce relax, l'intégrer vraiment tout doucement à l'attaque lors de la semaine numéro 1? Ça peut être une hypothèse, mais pour l'instant, les faits sont qu'il ne dispute environ la moitié des jeux offensifs de l'équipe. Lors de la semaine numéro 2, on affronte les Ravens, l'excellente défense des Ravens, qui, selon moi, va rebondir. Donc, pour moi, Brock Bowers, ça demeure un joueur que l'on doit clouer sur notre banc parce que, écoutez, Travis Kelce a obtenu 3 casses pour 34 verges jeudi contre les Ravens. Je pense que Brock Bowers pourrait connaître un match qui pourrait être décevant. Et seulement 45 jeux en attaque pour les Raiders. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Ça démontre à quel point Ouais, du en côté des plus. Chargers, on a dominé au niveau du temps de possession. On courait à outrance avec le ballon. Alors ça limite les possessions pour l'équipe adverse. Mais 45 jeux dans un match de football, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup d'opportunités, définitivement. Ben, Marc-André, on a fait le tour justement pour tes conseils fantasy football. On va maintenant se tourner du côté de la Ligue canadienne de football. Les Alouettes qui seront en action samedi soir à Calgary pour y affronter les Stampeders de Calgary. Les Alouettes qui vont essayer de retrouver le chemin de la victoire puisqu'ils ont perdu la semaine dernière à domicile. Ils ont encaissé, c'était seulement leur deuxième défaite de la saison face aux Lions de la Colombie-Britannique. Mais il se passe des choses du côté des Alouettes, Marc-André, toutefois. Oui, 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 t'es allé à l'entraînement, justement, Didier. On a vraiment eu deux bonnes nouvelles du côté des Alouettes, alors que deux receveurs pourraient effectuer leur retour au jeu contre les Stampeders. Ouais, il s'agit de Tyler Snead et de Keon Julian Grant. Tyler Snead qui s'est blessé, on s'en souviendra, lors du tout premier match de la saison contre les Blue Bombers à Winnipeg. Il avait subi une blessure à un pied, alors que Keon Julian Grant, c'est un peu l'histoire qui se répète pour lui, malheureusement. Encore une fois, comme ça avait été le cas la saison dernière, il a connu un bon début de saison. Là, l'année dernière, en 2023, il s'était blessé. Ben là, c'est ça qui est arrivé. Il s'est blessé à une épaule, mais au moins cette fois-ci, ça n'a pas mis fin à sa saison. Donc, les deux lors de l'entraînement de mardi, se sont entraînés au sein de la formation partante. Jason Mars n'a pas voulu confirmer qu'ils allaient effectuer des retours au jeu, mais en leur parlant, les deux, j'ai eu la chance de les interviewer. Ils vont être là à Calgary, là, à moins de que quelque chose de désastreux se produise. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, étant donné on a perdu les services de Austin Mack. Il la prépare à seulement un match. Mais du côté de la défense, il pourrait potentiellement avoir une mauvaise nouvelle, Marc-André, puisque Marc-Antoine Dequoy n'était pas à l'entraînement. Alors, du côté des Alouettes, on ne voulait pas nous en dire beaucoup. Et là, la Ligue canadienne, eh bien, elle a publié son rapport des blessés des 9 équipes et on a vu que Marc-Antoine Dequoy est ennuyé par une blessure à la tête. Alors, habituellement, lorsqu'on indique une blessure à la tête, ça veut dire qu'il a été victime d'une commotion cérébrale. On verra s'il sera en mesure de s'entraîner au cours de la semaine. Moi, j'ai été surpris de voir ça parce que j'avais interviewé Marc-Antoine Dequoy immédiatement après la rencontre contre les Lions de la Colombie-Britannique. Puis bon, il avait l'air d'avoir toute sa tête, mais avec les commotions, peut-être qu'il s'est réveillé le lendemain matin qu'il ne se sentait pas bien. Alors, c'est Arthur Hamlin, un choix au repêchage des Alouettes, un Canadien, un choix au repêchage de 2024, numéro 33, qui s'est entraîné à la place de Marc-Antoine Dequoy. Encore une fois, c'est le premier entraînement de la semaine. Alors, on va voir s'il sera de retour à l'entraînement mercredi lors du deuxième entraînement, oui, en vue du match qui va avoir lieu samedi à Calgary. Chose certaine, Didier, il va falloir être plus opportuniste du côté des Alouettes parce que c'est vraiment ça qui a manqué à l'équipe, selon moi, lors du dernier match. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Puis ça, on voit ça depuis quelques semaines du côté des Alouettes. Hein. On n'est pas en mesure de terminer nos séquences avec des touchés. Et encore une fois, on a connu un lent début de rencontre. J'en ai parlé à Jason Mars après la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Je lui ai demandé si ça le dérangeait seulement le fait que son équipe connaissait des lents débuts de rencontre. Puis lui, il me disait, écoute, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a joué avec intensité tout au long de la rencontre, avec robustesse et qu'on n'a pas abandonné. Il dit, et généralement, on est en mesure de terminer en force. Et puis, il a parlé de deux situations où les Alouettes n'ont pas été en mesure de convertir des premiers essais. Il dit, si on convertit ces premiers essais-là, peut-être qu'on aurait gagné la rencontre.
Alors oui, ça a tout de même été un match serré, malgré le fait qu'également, bon, on n'a pas été en mesure de bien protéger Cody Fajardo. Et dans le cas de Mhm. Cody Fajardo, lui, il m'a dit, Marc-André, il m'a dit, écoute, il ne faut pas oublier qu'on revenait d'une semaine de congé, alors des fois, il y a un peu de rouille. Mais là, il n'y aura pas d'excuses à Calgary. Là. Et Fajardo m'a dit qu'il était heureux d'être en mesure d'avoir toute la semaine afin de lancer des passes à Tyler Snead et à Julian Grant. Alors, on va voir justement là, si de quelle façon ces receveurs-là vont se comporter lors de la rencontre à Calgary. J'ai pas vu ça souvent dans ma vie, Didier, moi, une équipe qui mène au chapitre des revirements dans le match, puis qui perd le match quand même de façon assez décisive. À se Ben demander, oui. moi, personnellement, s'il n'y a pas eu tous ces revirements-là, à quel point les Alouettes auraient mangé une volée. Ben, écoute, on avait provoqué 3 revirements en première demi, on tirait quand même de l'arrière. Alors ça en Mhm, revient un peu au manque d'opportunisme dont on parlait du côté de l'attaque. Alors que du côté de la défense, on s'est fait traverser au sol par William Stambach. mhm. Hey, on va donner crédit à William Stambach. Stambach, moi, c'est un joueur Ah que ouais. j'ai vraiment aimé côtoyer. Il est très gentilhomme. Et Stambach demeure à Montréal durant la saison morte. Ça, c'est à quel point il aimait Montréal. Même l'année dernière, lorsqu'il a signé avec les Lions, il est resté à Montréal durant l'hiver. Il adore Montréal, mais tout un match, plus de 100 verges au sol, ce Ah, toucher-là cette qu'on voit à course-là, c'était l'écran. incroyable. Ah, Ouais. vraiment, hein, tout un effort de stand-by. Puis, je l'avais croisé durant l'échauffement. Puis, je veux pas utiliser un cliché, mais tu sais, on dit qu'il avait du feu dans les yeux, mais c'est le cas. Tu vois, il était tellement concentré avant le début de la rencontre. Il avait dit durant la semaine de préparation qu'il voulait piétiner les Alouettes. Mission accomplie pour William Sambach. Il a vraiment réussi son retour au stade Russell Molson. Mais je sais pas qu'est-ce que tu penses de la défense des Alouettes, Marc-André. Ça fait quelques reprises, hein, plus qu'à quelques reprises. Depuis le début de la saison, contre le jeu au sol, on a des ennuis. Habituellement, en deuxième Mhm. moitié de la rencontre, lors de la deuxième demi, on apporte des ajustements, on est en mesure d'arrêter l'attaque au sol adverse. Mais là, ça n'a vraiment pas été le cas contre les Lions. Lorsqu'on a de la misère contre le jeu au sol, ça l'ouvre le jeu de passe parce que par moment, Nathan Rourke, pour moi, est en train de dépecer la défense des Alouettes, vraiment en train de la tailler à plat. C'était pas des quelques erreurs qu'il a commis, des interceptions. Je pense que ça aurait pu être bien pire pour les Alouettes. Je sais pas ce qui se passe côté des Alouettes. On a de la misère mais là, à mettre de la pression souvent, je trouve, sur le corps. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, mais oui, on a eu des sacs, quelques sacs. oui. C'était pas si pire du côté contre les Lions, mais je trouve que la pression, des fois, Nathan Rock faisait ce qu'il voulait par moment avec la défense des Alouettes. Et on sait qu'il est un corps précis. En fait, c'est un ancien joueur par excellence du circuit. Donc, on a vu vraiment que les Alouettes en ont arraché. Puis il veut pas, la tertiaire peut pas tenir. On avait quand même des gros receveurs aussi. Là. McInnes, il était imposant du côté des Lions. Et bref, ouais, j'ai des doutes sur la, j'ai peur un peu pour la défense pour la suite des choses. Je pense que c'est une défense agressive, mais lorsqu'on est trop agressif, on semble peut-être vouloir ouvrir d'autres opportunités, puis des bons carrières vont trouver les brèches, vont trouver l'espace pour compléter de belles passes. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la ligne défensive ne génère pas de pression. Alors, si on veut presser le carrière adverse, on n'a pas le choix que de blitzer du côté de la défense. Puis avant le match, je m'étais entretenu avec Noel Thorpe et il me disait la ligne défensive, le front de la défense doit donner le ton à la rencontre. On doit tout d'abord arrêter la course et appliquer de la pression ensuite de ça sur Nathan Ward. On n'a on n'a pas fait aucune de ces deux choses-là. On a laissé William Mhm. Stanback piétiner la défense. On n'a pas dérangé Nathan Rourke. L'absence de Sean Lemon, écoute, Sean Lemon, il connaissait pas un bon début de saison. Ça, il faut le dire. Il avait bien joué lors du Mhm. premier match à Winnipeg, mais après ça, c'était très calme. Puis bon, il était âgé, quoi, maintenant, de 35-36 ans, Sean Lemon. Mais il manque un chasseur de cartes du côté de la défense des Alouettes. Un joueur qui peut gagner ses batailles un contre un. Parce que si c'est un des problèmes, et puis contre la course, on doit être plus solide. Le front doit être plus solide. Et c'est un effort collectif, absolument, contre le jeu au sol également. Là. C'est pas juste la ligne défensive. Puis, la ligne à l'attaque, comme je l'ai dit, elle a connu des ratés. Donc, essentiellement, on a perdu la guerre des tranchées du côté des Alouettes. C'est ça qu'on a fait, Mhm. qui a fait en sorte qu'on a perdu le match contre les Lions, je crois. Donc, Alouette Stampeders, c'est samedi soir à 7 heures. Tu y seras en direct de là-bas et moi, je regarderai tout ça dans le confort de mon salon avec mon Ouais, nouveau St. bébé. Peter, ouais, St. Peter, ça va vraiment pas bien hein, pour eux. Non. Ils ont utilisé un nouveau quart la semaine dernière qui a été victime de quoi? 4-5 interceptions. J'ai perdu le compte. Si bien que là, aujourd'hui, c'est Jake Mayer qui s'entraînait avec une unité partante. Alors,
Mayer est de retour après qu'on l'ait cloué au banc sur le carrière réservé. C'est pire que lui, donc on n'a pas le choix de ramener Mayer au sein de la formation. Mais Mayer a déjà connu des bons matchs contre les Alouettes. Pas plus tard que cette année, ça va être la deuxième fois que les deux équipes s'affrontent. Souviens-toi, en première demi, les Saints avaient donné des ennuis aux Alouettes. Et c'est pas nécessairement avec le bras de Mayer, c'était encore une fois grâce à l'attaque au sol. Alors, du côté des Alouettes, on se doit de mieux jouer contre la course à Calgary pour pas que l'histoire qu'on a vue la semaine dernière au Cypress Molson se répète. Absolument, en espérant que les Alouettes retrouvent le chemin de la victoire. Oui, ben écoute, Marc-André, je te remercie pour ta collaboration pour cet épisode du podcast. Je vais te laisser y aller, comme tu l'as dit, tu as un jeune bébé à la maison. Je vais te laisser aller t'en occuper. Quoi qu'on enregistre le podcast ça ce soir, alors les enfants sont Ouais, couchés, j'imagine. ouais, Alors, écoute, oui. va te reposer, je sais que tu en as besoin aussi. Ah, merci Didier, c'est bien gentil. Allez, salut! Alors, avant de se quitter, ben, on va consacrer quelques moments à la minute des fans. On a une question qui nous a été envoyée par courriel à l'adresse courriel le sac du car à commercial@gmail.com. Et c'en est une longue question. Alors, elle nous vient d'Étienne. Alors, tout d'abord, merci Étienne de nous avoir envoyé ta question. Salutations à toi et l'équipe. On a vu en ce début de saison, durant les camps d'entraînement, plusieurs joueurs faire la grève dans l'optique d'obtenir un nouveau contrat et ou une restructuration. Je me demandais pourquoi Brock Purdy, qui a un salaire d'environ 1 million de dollars par année, ne fait pas la même technique, surtout en ayant vu les gros contrats donnés aux carrières cet été. Alors, est-ce que c'est uniquement une question de personnalité, de technique de négociation, ou il y a des règles spécifiques pour les contrats recrues par exemple? Ben, tout d'abord, merci Étienne de nous avoir envoyé ta question. Ah non, écoute, si Brock Purdy voulait faire la grève, utiliser des moyens de pression afin d'avoir un nouveau contrat, il pourrait le faire. Jamar Chase, le receveur des Bengals de Cincinnati, ben lui, il a toujours son contrat recru, puis il a fait la grève durant le camp d'entraînement, mais ça n'a pas fonctionné. Il est en uniforme lors de la première semaine d'activité. Alors, du côté de Purdy, c'est un choix. Ça, c'est un choix qu'un joueur décide de ne pas se présenter à son camp d'entraînement ou de faire la grève. Mais pour Purdy, clairement, c'est important pour lui de jouer. Puis éventuellement, il va être récompensé. Le fait qu'il ne gagne qu'un peu plus de 1 million de dollars, ben, ça permet aux 49ers de San Francisco d'utiliser des ressources monétaires à d'autres positions. Ça permet aux Niners de payer Nick Bosa. On a donné un nouveau contrat à Brandon Ayuk notamment. On a ajusté le contrat de Trent Williams, le bloqueur à gauche. Alors, le fait que Purdy ne gagne pas beaucoup d'argent, entre guillemets, là, on s'entend 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Euh, mais c'est ça. Donc, ça permet aux Niners de garder leur noyau de joueurs et de tenter de gagner un Super Bowl, de gagner finalement un premier Super Bowl avec ce groupe de joueurs-là. Alors oui, Purdy pourrait faire la grève, mais il choisit de ne pas le faire. Alors, on va voir si ça va rapporter. Mais éventuellement, il va toucher le gros lot, Brock Purdy. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout, comme vous l'avez dit, Étienne, il y a plusieurs autres carrières qui ont été récompensées au cours de la saison morte. Statistiquement, Purdy est meilleur que plusieurs de ces carrières-là. Alors, je suis pas inquiet pour lui. Il va faire sauter la banque. C'est juste une question de temps dans le cas de Brock Purdy. Alors, encore une fois, merci Étienne de nous avoir envoyé cette question. Pour les gens qui ont regardé le podcast sur YouTube ou qui l'ont écouté, on vous remercie de l'avoir fait. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine. Un gros merci à Guillaume pour la préparation de tous les tableaux et des visuels. C'est du gros boulot que Guillaume fait à toutes les semaines. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous reparle dans quelques jours.